Imaginez une Union européenne avec 7 présidents, des référendums réguliers où tous les citoyens votent sur des nouvelles lois et une forte souveraineté pour chaque État membre. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, ce ne l'est pas, parce que c'est exactement ainsi que fonctionne la Suisse. Alors, que se passerait-il si l'UE ressemblait plus à la Suisse? Oui, on sait, l'UE n'est pas un pays, mais nous allons quand même les comparer. Pourquoi? Parce que la Suisse est un peu comme une mini-UE. La Suisse a 4 langues officielles et des régions, cultures, traditions et identités différentes, tout comme les États membres de l'UE. Elle est également classée parmi les démocraties les plus efficaces du monde, alliant unité et souveraineté grâce à une structure fédérale. Plongeons-nous donc dans ce qui pourrait être une UE à la Suisse et pourquoi elle pourrait bien être l'avenir le plus flexible et démocratique dont l'Europe a besoin. La Suisse est une fédération. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans une fédération, il y a bien un gouvernement central, certes, mais le vrai pouvoir est réparti entre des régions plus petites. Dans le cas de la Suisse, ces régions s'appellent des cantons. Imaginez-les comme des États. Et les cantons, ils détiennent beaucoup de pouvoir. Chaque canton a sa propre constitution. Oui, tout comme celle au niveau fédéral, mais adaptée à ses besoins locaux. Sur le plan exécutif, chaque canton dispose d'un conseil exécutif, un petit organe de gouvernance chargé de mettre en œuvre les lois, de gérer les budgets et de superviser les services publics. Au sein de ce conseil, il y a généralement un président ou un chef de gouvernement pour le canton. Et du côté législatif, chaque canton possède son propre parlement, un groupe de représentants élus qui débattent et adoptent des lois. Cela rapproche le pouvoir des citoyens, et comme la Suisse est relativement petite, il n'est pas rare que les citoyens connaissent personnellement leurs représentants. Ainsi, d'une certaine manière, chaque canton est comme un mini-pays au sein de la Suisse, avec ses propres règles, son gouvernement et sa personnalité. Passons maintenant au niveau fédéral en Suisse. Tout en haut, il y a la Constitution fédérale, le règlement suprême de la Suisse. Elle définit le fonctionnement du gouvernement national, établit les frontières avec les cantons et garantit la protection des droits de chacun. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif, appelé le Conseil fédéral. Voici la particularité, la Suisse n'a ni président ni premier ministre unique, à la place, elle a un conseil de 7 membres qui exercent l'autorité exécutive. Chaque membre dirige un département, comme les finances ou les affaires étrangères, et ils prennent les décisions collectivement. Ils se relaient même pour le rôle du président, principalement une fonction symbolique, chaque année. Cela maintient un équilibre des pouvoirs et évite les luttes de pouvoir qu'on l'on pourrait voir ailleurs. Ensuite vient le niveau législatif fédéral, qui est le Parlement appelé l'Assemblée fédérale. Il est divisé en 2 chambres, le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil national représente le peuple, avec un nombre de sièges basé sur la population, tandis que le Conseil des États représente les cantons, chaque canton ayant 2 représentants. Les lois doivent être adoptées dans les 2 chambres, assurant ainsi que les intérêts du peuple et des cantons sont pris en compte. En revenant à notre aperçu, il existe en réalité un 3e niveau de gouvernement en Suisse, les communes. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, cela deviendrait un petit peu trop détaillé. Alors, comment le pouvoir est-il réparti? Eh bien, le gouvernement fédéral gère des domaines comme la politique étrangère, la défense nationale et le commerce. Pendant ce temps, les cantons contrôlent des domaines comme l'éducation, la santé et les forces de l'ordre locales. Ce système équilibre les pouvoirs, permettant aux cantons de rester indépendants tout en unissant tout le monde sur les grandes questions comme la politique étrangère. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Imaginons une UE basée sur le modèle fédéral suisse. Commençons par le niveau législatif, le Parlement fédéral. Actuellement, l'UE dispose de 2 organes législatifs, le Parlement européen avec 720 membres et le Conseil de l'UE, disposé de ministres de chaque État membre. Le Parlement est le seul organe de l'UE élu directement par le peuple, contrairement au Conseil de l'UE. Dans notre UE à la Suisse, cette structure serait un peu différente. Le Parlement de l'UE serait divisé en 2 chambres, comme la Suisse. La première chambre fonctionnerait comme le Conseil national suisse, similaire au Parlement européen actuel. Cette chambre représenterait directement les citoyens de l'UE, avec des sièges répartis en fonction de la population. Ainsi, des pays plus grands comme l'Allemagne et la France auraient plus de sièges, tandis que les plus petits en auraient moins. Les élections seraient directes, les citoyens votant pour leurs représentants tous les 4 ou 5 ans. La deuxième chambre ressemblerait davantage au Conseil des États suisses, remplaçant le Conseil de l'UE. Ici, chaque pays de l'UE, grand ou petit, bénéficierait d'une représentation égale, probablement 2 représentants par pays. Les citoyens de chaque pays éliraient directement ces 2 représentants
donnant à chacun son mot à dire au nom de leur pays. Pour qu'une loi soit adoptée, elle devrait être approuvée par les deux chambres. Ce système assurerait un équilibre, garantissant que les intérêts des citoyens et les voix des pays individuels soient entendus dans chaque décision. Voilà pour notre branche législative. Mais qu'en est-il de l'exécutif et du gouvernement ? Actuellement, l'UE dispose de la Commission européenne avec 26 commissaires et un président de la Commission. En plus, il y a aussi un président du Conseil européen, mais simplifions un peu pour cette vidéo. Dans notre modèle UE à la Suisse, les choses changeraient radicalement. La Commission passerait de 27 membres à un Conseil de 7 membres, chacun prenant en charge un département spécifique comme en Suisse. Il y aurait donc un commissaire pour les finances, un pour les affaires étrangères, peut-être un pour la défense, et ainsi de suite. Même si confier la défense à von der Leyen ne serait pas l'idée du siècle, vu son passage au ministre de la Défense en Allemagne. Et voici la subtilité. Personne ne resterait président pendant 5 ans entiers. À la place, la présidence tournerait chaque année. Peut-être que von der Leyen commencerait, mais elle ne resterait pas longtemps aux commandes, elle passerait la main au commissaire suivant. Autre changement. Actuellement, les dirigeants de l'UE choisissent le président de la Commission sans participation directe du public. Dans le modèle UE à la Suisse, le Parlement européen, élu par des citoyens, choisirait les 7 membres de la Commission, les rendant ainsi directement responsables à la fois devant le Parlement et les citoyens de l'UE. Voici donc comment l'UE serait structurée de manière fédérale. Mais qu'en est-il des États membres ? Ou comme on les appelle en Suisse, les cantons. Ils conservent encore une grande part de leur souveraineté. En suivant le modèle suisse, il y aurait une division claire des pouvoirs. L'UE fédérale contrôlerait la politique étrangère, la défense et le climat, assurant ainsi un fonds uni sur les grandes questions qui nécessitent une approche coordonnée. Pendant ce temps, les États membres géreraient des domaines comme l'éducation, la santé, la protection sociale et les forces de l'ordre local. Cela signifie que chaque pays pourrait adapter ses propres systèmes de protection sociale et programmes sociaux pour répondre aux besoins uniques de sa population. Un autre trait unique du système suisse est son fort accent sur la démocratie directe. En Suisse, les référendums sont un pilier du système politique, permettant aux citoyens de donner leur avis direct sur des décisions importantes plus fréquemment que dans presque n'importe quel autre pays. Les référendums obligatoires sont nécessaires pour les décisions majeures, comme les modifications constitutionnelles ou l'adhésion à des organisations internationales, et nécessitent l'approbation à la fois de la majorité des citoyens et de la majorité des cantons. Pour d'autres lois, les citoyens peuvent initier un référendum optionnel en récoltant 50 000 signatures dans les 100 jours, ce qui oblige un vote public. Cela permettrait aux citoyens de l'UE d'abroger des lois impopulaires, comme le pacte de l'UE pour l'Asie et la migration. Il existe également l'initiative populaire, qui permet aux citoyens de proposer des amendements constitutionnels en collectant 100 000 signatures dans un délai de 18 mois. Cela signifie que les citoyens de l'UE pourraient demander plus ou moins de pouvoir pour l'UE dans des domaines comme le climat ou la défense. Chez l'UE simplifiée, nous apprécions particulièrement l'accent mis sur la démocratie directe, car cela pourrait favoriser un plus grand engagement et renforcer un véritable sentiment d'appartenance à l'UE. Nous sommes également intéressés par l'idée d'avoir 7 commissaires élus par le Parlement comme un exécutif collectif, similaire au Conseil fédéral suisse. Mais voici une question. Préféreriez-vous que les citoyens de l'UE dans l'ensemble du bloc élisent les commissaires directement, ou est-ce que vous préférez que ce soit le Parlement qui les élisse ? Dites-le nous dans les commentaires. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Cette vidéo fait partie de notre nouvelle série sur l'avenir de l'UE. Vous venez de regarder la deuxième partie, alors si vous n'avez pas encore vu la première, où nous explorons ce que signifie une Europe fédérale, ainsi que ses avantages et inconvénients, assurez-vous d'y jeter un coup d'œil. La troisième partie arrive bientôt et se penchera sur les systèmes fédéraux en Allemagne, en Autriche et même en Russie. À la prochaine!